C'est bon, voilà. Donc, pour l'exercice 4, donc on avait une suite. Alors, on va bientôt attaquer le chapitre, aborder le chapitre, on va aller tout de suite, hein. Une suite qui est définie par une somme de termes, c'est ce qu'on appelle une série. Voilà, et là, donc une série, puisqu'on va chercher la somme des termes. Une fois de plus, on peut se poser la question de la convergence, puisque le terme général est équivalent à k fixé quand n est très grand à 1 sur n. Bon, le problème c'est que le k va jusqu'à n carré, mais même quand k vaut n carré, dans ces cas-là, on a un équivalent en 1 sur 2n. Donc les termes de la suite sont de plus en plus petits, mais évidemment on somme de plus en plus de termes, puisque quand n croît, n carré croît, et on va de 1 à n carré. Donc c'est toujours le même problème, on additionne de plus en plus de termes, mais ils sont de plus en plus petits. Que se passe-t-il? Et là tout est possible dans le cas des séries à termes positifs, en particulier, puisqu'on a une suite qui est croissante, mais est-ce qu'elle est majorée ou pas? C'est pas du tout évident de répondre. Alors là, la méthode est extrêmement classique, hein. Donc il faut démontrer un encadrement. Donc pour démontrer l'encadrement, ici, donc cet encadrement-là, donc on va partir. Donc puisque on intègre donc le dx ici, on intègre entre par exemple k sur n et k plus 1 sur n. Donc on commence par encadrer petit x. Voilà. On commence par encadrer petit x entre k sur n et k plus 1 sur n. Ensuite, donc, on va encadrer, ou en tout cas là, il suffit finalement de, on va, mais sinon il suffit ici de minorer le 1 plus x2. On passe à l'inverse, qu'on majore, et donc dans ces cas-là, après, on utilise la croissance de l'intégrale. Et donc l'inégalité qui est ici, et bien par la croissance de l'intégrale, on intègre donc évidemment entre k sur n et k plus 1 sur n, et donc on a une majoration de l'intégrale de 1 sur 1 plus x2. Donc de l'intégrale qui est ici, le terme qui est dans l'intégrale ne dépend pas de x, donc en fait c'est l'intégrale d'une fonction constante, si vous voulez. On intègre entre k sur n et k plus 1 sur n, donc la longueur de l'intervalle est égale à 1 sur n, et donc c'est 1 sur n fois la valeur de la fraction, et 1 sur n fois la valeur de la fraction, c'est donc n sur k2 plus n2. Donc c'est comme ça qu'on a une première majoration. Après, pour l'autre, en fait, ben, on intègre, si vous regardez l'intégrale, le résultat, c'est entre k-1 sur n et k sur n. Donc on fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'on encadre le x entre k-1 sur n et k sur n. Ensuite, j'ai pas écrit la minoration, j'ai gardé que la majoration, parce qu'on pourrait écrire l'encadrement de 1 plus x2, mais on se rendrait compte assez rapidement que la minoration ne sert à rien. Une fois qu'on a la majoration ici, on passe à l'inverse. On est sur, comme tout à l'heure, sur R plus étoile, donc on fait attention au signe, mais comme tout le monde est positif, on a juste à inverser l'ordre des termes. Et puis, une fois qu'on est là, et bien à nouveau, on intègre entre, donc cette fois-ci, k-1 sur n et... c'est k sur n, tiens, je suis en train de voir d'ailleurs une petite... c'est k sur n ici, pas k plus 1 sur n. Bon, il faudra que je corrige. Voilà. Et donc à nouveau, entre k-1 sur n et k sur n, la longueur de l'intervalle est 1 sur n, et donc 1 sur n fois le terme qui est constant ici, donc c'est bien n sur k2 plus n2. Et donc on a l'encadrement ici pour la question 1. Voilà. Je continue, hein, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas à m'arrêter, ou vous écrivez dans le chat, là je l'ai mis visible, donc vous devriez le voir aussi. Alors on dit dire que la suite UN converge et donner sa limite. Donc on a le terme général de la suite. On passe ensuite, on somme entre 1... quelqu'un voulait... Monsieur, Oui. est-ce que ce serait possible d'aller un petit peu moins vite? On a un peu du mal à suivre, hein. D'accord, ok, très bien. D'accord, d'accord. Je vais moins vite, pardon alors, ok. Vous voulez que je reprenne un petit peu ou pas le début ou avec... j'ai enregistré, hein. Est-ce qu'avec l'enregistrement ça devrait aller? Oui, c'est bon pour le début, hein. Ok, d'accord, mais je vais ralentir, d'accord. Donc, une fois qu'on a l'encadrement ici, on veut encadrer UN. UN, c'est la somme des termes qui sont au milieu dans l'encadrement. Donc la somme entre 1 et n carré. Donc l'inégalité qui est ici, en fait, elle est vraie pour n'importe quel cas entre 1 et n carré. Et donc, il faut considérer qu'on n'a pas une inégalité, hein, mais on a en fait
n carré inégalité au total, et donc on somme ces n carré inégalités. Donc c'est ce qu'on fait exactement ici, dans l'encadrement qui est là. On somme les n carré inégalités. La somme des intégrales, donc on utilise la relation de Schall. Donc on va sommer quand k égale 1, on est donc entre 1 sur n et 2 sur n, et puis ensuite on va sommer de 2 sur n à 3 sur n, etc. Donc, donc la somme des intégrales ici, ça va donner l'intégrale de 1 sur n à finalement n2 plus 1 sur n. Quand k vaut n2, c'est la borne supérieure qu'on obtient. Au milieu, on trouve un puisque c'était le but du jeu, et à n carré, eh bien, on va exactement trouver l'intégrale de 0 à petit n de l'intégrale. À nouveau, c'est des relations de Schall. Ça va pas trop vite cette fois-ci? C'est bon? Non, non, ça va. Ok, et donc, une fois qu'on est arrivé ici, on a un encadrement de la suite UN. La question, c'est démontrer qu'elle converge et donner sa limite. Donc, montrer qu'elle converge, il suffirait... enfin non, c'est une suite à terme positif, donc non, il suffit même pas de... c'est même pas évident qu'elle soit croissante, puisque les termes sont de plus en plus petits. Donc en tout cas, voilà, on va devoir regarder et le terme de gauche et le terme de droite. Donc le terme de droite, bon, on intègre tout simplement le 1 sur 1 plus x2, la fonction à intégrer, donc on en a une primitive en arctangente, on est entre 0 et n, ça vaut donc arctangente n moins arctangente 0 qui vaut 0. Donc il reste arctangente n, et on sait que la limite de l'arctangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc le terme de droite tend vers pi sur 2. À gauche, alors c'est presque pareil. On a toujours la même fonction à intégrer, donc c'est l'arctangente. Les bornes sont juste un petit peu plus compliquées, c'est 1 sur n et n2 plus 1 sur n. Donc on a l'arctangente de n2 plus 1 sur n moins arctangente de 1 sur n. Là, j'ai pas détaillé, mais pour être très rigoureux, par exemple, ici... Alors attendez, je vais faire des choses un petit peu jolies. Enfin, je vais tenter de faire des choses un petit peu jolies, voilà. Donc pour l'arctangente ici, le 1 sur n. En fait, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, et on utilise la continuité de la fonction arctangente en 0. La fonction arctangente donc a pour limite 0 en 0, donc par continuité de l'arctangente en 0, arctangente 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est réglé. Et ensuite, on peut faire donc de même avec l'arctangente, donc ici, plus 1 sur n. n2 plus 1 sur n, bon, évidemment, c'est une forme indéterminée, mais c'est équivalent à n quand petit n tend vers plus l'infini. Donc, puisque c'est équivalent à petit n, ça tend vers plus l'infini, et à nouveau, là on a une composition d'une fonction par une suite qui tend vers plus l'infini. La fonction en plus l'infini a pour limite pi sur 2, donc le tout tend vers pi sur 2. Bon, là j'ai pris le temps de détailler si vous voulez, mais si vous n'avez pas besoin de détailler plus que ça. Éventuellement à l'oral, on pourrait vous demander de détailler la continuité et éventuellement de l'arctangente en 0 ici. Je dirais dans une première question, c'est à faire, mais vous voyez que là c'est un petit problème au milieu d'une grosse question. Enfin, c'est pas l'essentiel de la question, quoi. L'essentiel de la question, c'est de penser à sommer, de regarder les limites à droite, à gauche. Et alors attendez, hop, il y a quelqu'un qui attend là. Ouais, Cyprien, attendez, voilà. Et donc d'utiliser, conclusion, que j'ai même pas écrit le théorème des gendarmes, hein, bien entendu, mais par le théorème des gendarmes ou le théorème d'encadrement, on a donc que la limite de UN, c'est pi sur 2. Voilà. Monsieur ? Oui. Sur ce type d'exercice, pour la convergence de somme, il faut d'abord, la première idée, c'est de penser à une somme de Riemann. Alors c'était marqué Rn, donc c'est télescopé quand même, hein. Enfin voilà, ça se voit de suite, et surtout vu le contexte que c'est une somme de Riemann. Mais c'est vrai que si vous tombez sur une somme comme ça, en plein milieu d'un problème plus gros, c'est pas évident de penser à une somme de Riemann. Bon, en tout cas, c'est une somme de Riemann. Alors si c'est une somme de Riemann, il faut le ramener sous la forme de Riemann, c'est-à-dire que je vais encadrer ici et qui est central, c'est-à-dire un cas particulier, expression b-1 sur n, somme de k égale 0 à
n. Alors, je m'instant sur somme de k égale 0 à n. Alors, je l'avais expliqué en cours, mais je le redis, ça peut très bien être de 0 à n-1, de 0 à n plus 1, de 1 à n plus 1. S'il manque un terme, ou si un terme est limité, c'est pas bien grave. Par contre, si vous avez du 0 à n sur 2, là, ça change tout, hein. Mais qu'on aille les termes extrêmes, je dirais qu'on les rajoute ou qu'on les supprime quand petit n tend vers plus l'infini. Ça ne fait que rajouter ou supprimer des termes qui tendent vers 0. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir soit 0 ou 1, et soit ici, en général, n ou n-1, exceptionnellement n plus 1, sur la borne supérieure du symbole sigma. Donc, ce que je disais, une fois que ça c'est dit, il faut absolument se ramener à la forme ici, qui est la forme particulière de b-a sur n, somme pour f allant de, des f de, et donc c'est les a plus k fois b-a sur n. Donc il faut absolument revenir à cette expression. b-a sur n fois la somme des f de a plus k fois b-a sur n. Donc le b-a sur n, c'est le pas. K fois b-a sur n, c'est qu'on avance au niveau du pas. On avance quand k varie entre 0 et n, ou 0 et n-1. Le k fois b-a sur n va prendre un certain nombre de valeurs régulièrement réparties sur l'intervalle AB. Et donc en partant de petit a, donc de façon générale ici c'est petit a. Et n-1 ici, on va exactement, ou quand k vaut n, plutôt, on va exactement, quand k vaut n, retomber sur b. Alors là, on a la différence tend vers 0. Alors, donc, maintenant, pour reprendre donc ça veut dire que, alors si on se met ici d'abord, donc je suis au bout de la flèche là, on veut du n, donc le n, il est au dénominateur, donc déjà on va sortir le 1 sur n, et on va se retrouver avec l'expression qui est ici, deuxième flèche. Une fois qu'on est là, ensuite, donc ce qu'on peut faire, c'est donc se demander, nous on veut du k fois b-a sur n, donc c'est k fois quelque chose. Alors là, on voit quoi? Eh bien, on voit qu'on a... D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai rien changé entre les deux expressions là. Donc, on va passer directement pardon, excusez-moi, directement ici. Voilà. Et donc, on a k fois quelque chose, donc une différence sur n. Et donc l'idée ici, c'est de se dire, bon bah, le k il est là, donc le n est au dénominateur, donc en fait c'est b qui est multiplié, donc n'est-ce b moins 0. Donc ça veut dire que petit a vaut 0. Alors si petit a vaut 0, ça force la valeur de 0 ici, celui que je suis en train d'entourer ici, je vais reprendre, voilà, celui qui est au bout de ma souris. Donc ça force d'avoir un 0 ici, et donc il faut se dire que si petit a vaut 0, donc il faut trouver l'expression de la fonction. Et le 1 sur n ici donne de coefficient multiplicateur entre l'avant-dernière ligne et la ligne qui est encadrée. C'est-à-dire qu'on a du 1 sur n et on n'a pas du 5 sur n qui apparaît ou 17 sur n. Voilà, c'est 1 sur n. Et donc 1 doit être égal à b moins a. Donc finalement, puisque le a vaut 0, on n'a pas le choix, le b il vaut 1. Alors donc on tombe sur une intégrale de 0 à 1. Une fois qu'on a compris ça, on fait apparaître a qui vaut 0 et b qui vaut 1. Donc une fois qu'on a compris la valeur de a et compris la valeur de b, c'est beaucoup plus simple. Donc on fait apparaître le b moins 1, c'est-à-dire 1 moins 0 sur n. f de, alors on doit avoir a, c'est-à-dire 0 plus k fois b moins 1 sur n. Donc en fait, c'est f de, finalement ici, si on simplie, c'est f de k sur n. Donc f de k sur n, il est exprimé au-dessus. Alors f de k sur n, c'est ça, c'est-à-dire c'est aussi ce qui est sur ma première flèche. Oui, j'ai rajouté le f en dessous. Donc nécessairement, petit f de x vaut 1 sur a plus bx. Puisque remplaçant le x par k sur n, on a bien f
de K sur N, qui est égal à 1 sur A plus B fois K sur N. Donc la difficulté... ok, ah oui, je crois qu'il y a une question. Donc la difficulté ici est de... ouais, je réponds au chat en même temps. La difficulté ici est de comprendre ce que c'est que la fonction f, et donc il faut identifier, reconnaître le a, le b et la fonction f. Donc pour la fonction f, je reprends, dans la parenthèse, on a la valeur k sur n, donc f de k sur n vaut ce qui est au bout de ma flèche ici, f de k sur n c'est 1 plus a plus b fois k sur n. Donc nécessairement la fonction f est définie par f de x égale 1 sur a plus bx. Une fois qu'on a ça, on utilise ce que dit Riemann, et donc cette somme de Riemann ici eh bien, tend vers, donc on est dans les bonnes conditions, la fonction est continue, et donc l'intégrale de 0 à 1, donc de a à b, de f de x dx, donc de 1 sur a plus bx dx. Après, bon là on a une gentille intégration en logarithme, et c'est terminé pour techniquement à la fin c'est plus très dur. Quelqu'un lève la main pour une question, j'imagine, ou c'est une fausse manipulation? Oui, non, c'est une question. Pour le passage de la ligne 2 à 3, pourquoi est-ce qu'on peut rajouter un F comme ça? En fait, l'idée, hein, c'est de se dire que on a B-A sur N, F de A plus K fois B-A sur N. Donc il faut, c'est pour penser que à droite de la sommation, on va sommer des images de la fonction F. C'est juste pour, en quelque sorte, forcer un petit peu à faire apparaître la formule qui est encadrée ici. Enfin, là, c'est pas c'est la formule quasiment générale avec petit a qui vaut 0 et petit b qui vaut 1. Donc c'est pour faire forcer, si tu veux, à voir apparaître cette formule. Et donc c'est pour nous aider à reconnaître la valeur de petit a, de petit b et la fonction. Ok, d'accord, merci. Ok. D'autres questions ou pas? Oui, Ilona. En fait, j'ai pas compris. Enfin, j'avais la même question et j'ai pas compris après l'explication parce que après, vous dites que f de x est égal à 1 sur ab plus x Oui. et Ah, je vois pas que si on remplace à la troisième ligne 1 sur a plus b k sur n par x, c'est égal à ça. si, parce que là, donc avec l'expression de petit f que je vais mettre au bout de ma flèche, là, donc l'expression de petit f ici, là, voilà. Si tu remplaces x par k sur n, on a bien 1 plus a plus b fois k sur n. Je remplace x par k sur n. Donc on retombe donc sur l'expression qui est ici, voilà. Mais ça, dans l'expression qui est encadrée, on sait que dans l'expression qui est encadrée, on doit trouver f de a plus k fois b-a sur n. Or, on connaît déjà le a et on connaît le b. Donc on sait que c'est f de 0 plus k fois 1 moins 0 sur n. Mais 0 plus 1 plus k fois 1 moins 0 sur n, en fait, c'est k sur n. Donc ça veut dire que dans l'encadré ici, on a nécessairement f de k sur n. Et donc comme f de k sur n est égal à, voilà, je reprends encore une flèche là, f de k sur n c'est ça, c'est que la fonction f c'est bien celle qui est mise à droite, au bout de la flèche rouge. Je sais que c'est pas évident voilà, de voir tout ça. Ouais. Et c'est Tani, non, j'imagine qu'il y a une question aussi. Oui. Moi, je comprends pas bien parce qu'on dit que f de x donc c'est égal à 1 sur a plus bx. Oui. Mais après, on considère donc dans la fonction de Riemann que b c'est 1 et que a c'est 0, alors que dans la fonction a et b ils sont. Ah Ils sont oui, pas oui, fixés. oui, d'accord, ok, t'as raison, d'accord. Ouais. Il y a un petit truc qui est troublant ici, d'accord, ok. Pardon. Je vais mettre des primes ici. Je mets un prime sur le A et un prime sur le B ici. Je vais mettre un prime sur le A, un prime sur le B ici. Un prime sur le A et un prime sur le B. D'accord. Et voilà.
un prime sur le A, un prime sur le B. Pareil, en fait, il ne faut pas confondre le A et le B. Bon, mes primes ils sont un peu moches pour certains, mais je pense que c'est pas le plus important. Voilà. Il ne faut pas confondre le A et le B. Ah, ok. Noémie, on voit pas tout le temps ce que vous rajoutez. Ah oui, des fois dans les traits, vous voyez pas bien. Ah, il paraît, ouais. Ok. Donc j'ai mis des primes sur tous les A et B qui apparaissaient ici. Et donc en fait, le A et le B que j'ai renommé en A' et B' de l'énoncé sont différents de ce qu'on avait appelé dans le cours petit a et petit b. Ouais, ok, je pense que la confusion vient de là, effectivement. Et donc, ce qui est dans l'encadré ici, quand j'ai dit B vaut 1 et A vaut 0, donc je parlais d'ici, par exemple, et donc là, c'est le B du cours et le A du cours, hein, qui valent respectivement 1 et 0. Et la fonction dépend de A' et de B', et ce sont deux autres paramètres qui, effectivement, ont troublé les explications. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ouais, du coup, en fait, les A' et B', on aurait pu les renommer autre chose, on s'en fiche. Ouais, là j'ai mis des primes, mais j'ai Les effectivement. variables. Ouais, peut-être que vous voyez pas, mais j'ai mis des primes à chaque fois devant tous Oui, les. oui, là c'est bon, on voit là. Vous les voyez, ok. Il fallait peut-être un petit peu de temps, mais voilà. J'avais oublié le B' ici. Donc on met des. Voilà, en mettant des primes et partout ici, peut-être que comme ça il y a plus de confusion, quoi. Voilà. Ça va comme ça? Justement, voilà. Donc, la somme des 1 sur n, k égale 0 à n-1 des cos carré k pi sur n. À nouveau, la première question à se poser, on veut du f de a plus k fois b moins 1 sur n. On a du cos carré, donc on se doute que dans il y aura du cos carré, mais il n'y a pas de a plus quelque chose. Donc on peut se douter que petit a vaut 0, qu'il vaut 0. Alors une fois qu'on a ça, j'ai à nouveau, enfin le 1 sur n est sorti, donc a vaut 0, donc le b moins a sur n, on peut se penser que c'est le b moins a sur n du cours, que c'est 1 moins 0 sur n, donc c'est ce que va apparaître, donc ça veut dire que le petit a et le petit b du cours valent respectivement 0 et 1. Et donc l'expression qui est dans la parenthèse, ça doit être petit a du cours plus k fois b. Donc c'est ce qu'on force à voir ici. Et donc, le cos carré k pi sur n, c'est un f de k sur n. Donc, si f de k sur n vaut cos carré k pi sur n, c'est que f de x vaut carré pi x. Est-ce que ça va jusque-là? Parce qu'une fois qu'on a fait ça, c'est terminé en fait. Donc là, il fallait comprendre que le f, allez, je vais encadrer un petit peu, que le f, une fois qu'on a bien compris que petit a du cours et petit b du cours valent respectivement 0 et 1, que là on a f de k sur n, et que le f de k sur n c'est un cos carré k pi sur n. À partir de là, on en déduit la valeur de la fonction f, on en déduit ce que c'est que f de x. Donc cos carré pi x, puisque il y a pi ici en facteur de k sur n. Une fois que ça c'est compris, l'expression qui est là, la deuxième, donc celle que j'encadre totalement maintenant, hein, c'est une expression du type Riemann, donc comme la fonction est continue, petit f est continu, ça tend quand petit n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale, donc petit a et petit b du cours valent respectivement 0 et 1, donc on intègre encore entre 0 et 1 de f de x, donc cos carré pi x dx. Ensuite, donc il faut, bon techniquement c'est pas très compliqué, hein, c'est classique, on linéarise le cos carré et on trouve la valeur 1,5. Alors Ilona, tends la main, ça datait de tout à l'heure ou tu as encore une question? Non, c'était tout à l'heure. D'accord, ok, pas de souci. Est-ce que ça va pour celui-ci?
Alors le suivant, on a un exposant 1 sur n. Donc, puisqu'on a un exposant 1 sur n, ça ne ressemble pas vraiment à du 1 sur n somme de calcul. Évidemment, là, en dehors, je dirais, du contexte du chapitre intégration, c'est encore plus difficile de penser à une somme de Riemann. Mais bon, voilà, là c'est méchant, mais y a des gens qui sauront faire, c'est sûr. Faut vous battre avec cela. Donc l'idée, pour voir apparaître le 1 sur n, c'était à considérer donc le logarithme des Périens de Rn. Donc je l'ai appelé Sn, S pour somme. Sn c'est le logarithme de Rn. Et donc on va se retrouver avec donc 1 sur n, logarithme de factoriel 2n. Alors attention, factoriel 2n, c'est pas 2 fois factoriel jusqu'au nombre pair 2n. Donc factoriel, si n vaut 5, c'est factoriel 10. Factoriel 10, ça n'a rien à voir avec 2 fois factoriel 5. Bon, c'est une petite erreur normalement de débutant, vous ne devez plus en être là, mais on ne sait jamais. Un jour de fatigue, ça peut arriver. Donc le logarithme de tout ça, donc l'idée c'est de, puisque le logarithme d'un produit, donc c'est la somme des logarithmes, c'est de transformer cet expression produit. Alors là, le produit, donc après simplification. Pourquoi simplification? Parce qu'on a donc la factorielle 2n, donc c'est le produit de k égale 1 à n le factoriel 2n, c'est le produit de k égale à 2n des k. Donc on somme tous les entiers de 1 à 2n. Et au dénominateur, on a la factorielle n, qui est le produit de tous les entiers de 1 à n. Donc on a une simplification entre les deux factoriels, et donc en simplifiant, il ne va rester que le produit des entiers de n plus 1 jusqu'à 2n. Donc la simplification des deux factoriels, c'est le produit de tous les entiers de n plus 1 jusqu'à 2n, et des entiers, là ça nous en fait n, et au dénominateur, n puissance n, c'est un produit de n fois le nombre n, si vous voulez. Donc, en fait, c'est le produit, donc les k que j'ai noté dessous, donc le k varie de n plus 1 à 2n, donc le produit de k égale n plus 1 à 2n des k, donc le produit des numérateurs, c'est les factorifiés, et le n puissance n, c'est un produit de n au dénominateur pour, qui est constant, pour k variant de n plus 1 à 2n. Donc des n puissance n, c'est n fois le nombre n multiplié par lui-même n fois plutôt. Et donc ça permet d'écrire cette expression-ci comme un produit de k sur n. Monsieur. Oui. Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris comment on arrive à retrouver le n puissance n. Parce que c'est un produit de n. Oui. C'est n fois n. Ouais, c'est ça. On n'a pas n fois n. Si. Non, que le n puissance n, en fait, c'est tous les n des dénominateurs. Mais tous les n des dénominateurs sont dans un produit. Et là, quand on va de n plus 1 à 2n, des termes, des facteurs plutôt, pour être précis, des facteurs, il y en a exactement petit n. Dans ce produit-là, il y a exactement n nombres qu'on multiplie. Et donc les n qu'on multiplie, voilà, c'est la multiplication des n des dénominateurs, et qui valent tous n. Donc, c'est bon? Ok, nickel. Voilà. Alors une fois qu'on est là, l'idée, elle est passée un peu de k égale 1 à n. Donc l'idée, c'est d'arriver à ce que je vais encadrer ici. Voilà, une somme de k égale 1 à n. Et donc au-dessus, nous on est sur la ligne 2 encore pour le moment. Sur cette ligne-ci, on a une somme de n plus 1 à 2n. Donc il faut faire un changement d'indice, bon c'est surtout. Donc pensez à faire un changement d'indice pour se ramener de 1 à n. Une fois qu'on a pensé à ce changement d'indice, donc on va se retrouver au numérateur avec du k' plus n. Et donc le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Le n sur n va donner 1 en simplifiant un petit peu au dénominateur, et on arrive donc dans l'expression qui est ici, donc l'expression encadrée en rouge. Monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez juste expliciter le changement d'indice, s'il vous plaît?
Le changement d'indice, eh bien, tout simplement, on va poser, alors que je ne me trompe pas parce qu'en en fait, en général, j'écris pas, je fais un peu intuitivement. Bien, tout simplement, k' plus n égale petit k. Donc, en fait, ça veut dire que k', c'est petit k moins n. Voilà. Ok, merci. Voilà, c'est un changement par translation, hein. On soustrait n on soustrait n aux valeurs de k ici, puisque le k, la plus petite valeur qu'il prend, c'est n plus 1. Donc on soustrait n, et donc on se retrouve avec une valeur qui vaut 1 pour k'. Donc on fait ce changement d'indice. Et une fois qu'on est arrivé là, donc comme je disais, on a encore une intégrale. Alors c'est vrai que sur les sommes de Riemann, hein, vous allez me dire, on a 3 fois l'intégrale de 0 à 1. C'est vrai que c'est quand même celle qu'on rencontre la plus souvent. Parfois, vous pouvez tomber sur une somme de Riemann avec une intégrale entre des bornes qui sont pas à 0 et 1, bien entendu. Mais bon, vous en avez déjà vu 3, là, à force, vous allez reconnaître les bornes plus facilement quand même. Alors là, le petit a et le petit b du cours, donc c'est b-a, c'est petit a, ça vaut 1. Donc à nouveau, on a petit a du cours qui vaut 0, petit b du cours qui vaut 1. La fonction, c'est du logarithme de quelque chose. Et donc là, c'est le logarithme. Et bien à nouveau, on a k fois 1 sur n, donc k fois b moins 1 sur n. Donc la fonction, c'est intégrer f de x égale ln de 1 plus x. Si on remplace le x par k sur n, on a bien l'expression qui est à gauche. Et 1 plus k sur n, c'est bien 1 plus k fois petit b moins petit a du cours sur n. Voilà. Après, bon, bah, c'est un brave calcul intégral. Certains connaissent une primitive par cœur. Moi, j'ai fait un petit changement de l'égalité là que je viens de surligner. J'ai fait pareil, un changement de variable, si vous voulez, dans l'intégration, mais ça revient à faire une translation au niveau de la fonction, une composition par la fonction qui a x associe x moins 1, voilà, on translate, et donc on intègre le logarithme entre 1 et 2, et donc une primitive de logarithme, là il faut absolument connaître un x ln de x moins x. Donc certains peuvent peut-être éventuellement arriver directement au résultat. Si vous connaissez une primitive de ln de la fonction qui a x associée à ln de 1 plus x. Bon, après c'est technique, hein. Faut connaître par contre une primitive de logarithme, il faut connaître le x ln de x moins x. Voilà, on prend les valeurs et on trouve ln de 4 moins 1. Ça, c'est la limite de Fn. Et pour revenir à Rn, bien sûr, on compose par la fonction exponentielle. Et donc la limite, c'est 4 sur e. Donc pour le 6, on a une fonction f qui est continue sur 0π, et donc on définit un comme intégrale de 0 à π de f de t fois la valeur absolue de sinus n dt. Alors la fonction sinus sur 0π est positive bien sûr, mais là le t est multiplié par petit n, et si n est pair, le sinus entre 0 et π, si n est pair, le sinus entre 0 et π sera négatif, et si n est impair, le sinus entre 0 et π sera positif. Donc on ne maîtrise pas forcément le signe du sinus peut varier, la valeur absolue change les choses. Alors, ceci dit, fait que la somme de k égale 0 à n-1 des moins 1 puissance k fois les intégrales qui sont là, c'est un. Alors, comment faire ça? C'est que il faut comparer avec un, il faut avoir une idée là, et quand on compare avec un, que se passe-t-il? Bah, on voit déjà que dans la sommation, donc ici, cette sommation, eh bien, on a f de t qui est en commun. Les bornes changent, découpe, donc il y a une subdivision de l'intervalle 0π qui est créée avec les intégrales de k fois π sur n à k plus 1 fois π sur n. Donc on a une subdivision de l'intervalle qui est créée, et donc on va découper en produit d'intervalle, et aussi la valeur absolue disparaît.
Et la valeur absolue disparaît, et donc j'ai dit juste avant que le sinus, suivant les valeurs de n, va être positif ou négatif entre 0 et pi. Et donc, il faut comprendre que le problème du signe là, la valeur absolue disparaît, donc on doit normalement avoir, enfin le sinus, la valeur absolue du sinus est positive, et là, le sinus potentiellement pourrait être négatif. Et donc, la question c'est de se dire, si on fait disparaître la valeur absolue, c'est que on peut trouver des valeurs négatives, et donc il faut les compenser, et donc c'est le rôle des moins 1 puissance k. Alors, comment les compenser? En fait, on va regarder le signe. Quel est le signe ici des sinus. Donc, quel est le signe des sinus? En fait, ça va dépendre du segment sur lequel on intègre. Pi sur n et k plus 1 pi sur n. Donc, on regarde si t, pour ce qui se passe, pour t compris entre justement donc k pi sur n et k plus 1 pi sur n. Eh bien, si t est compris entre ces deux valeurs-là, donc vous pouvez écrire un encadrement, si vous voulez, k pi sur n inférieur ou égal à t inférieur ou égal à k plus 1 fois pi sur n, et on regarde le nt, donc on multiplie par t par n, et donc le nt est compris entre k pi et k plus 1 pi. Et donc sur k pi et k plus 1 pi, c'était ce que je disais un petit peu tout à l'heure, je vais monter un petit peu là, voilà, j'arrête de bouger, sur k pi, k plus 1 pi, la valeur de nt, eh bien, le sinus nt, eh bien, c'est a pour signe le signe de la fonction sinus sur... Quel est le signe de sinus sur k pi, k plus 1 pi? Alors, c'est un signe constant, soit positif, soit négatif. Et ça va dépendre de la parité de k. Donc, pensez à k égale 0, si k égale 0, on est sur 0 pi, dans ces cas-là, le sinus est positif. Pensez à k égale 1, on est dans ces cas-là sur pi 2 pi, et dans ces cas-là, le sinus est négatif. Pensez à k égale 2, on va se retrouver sur 2 pi, 3 pi, et là, à nouveau, le sinus est positif, etc., etc. Donc, on se rend compte, oui, c'est ça, que quand k, finalement, vaut, par exemple, 0 ou 2, le sinus est positif, donc quand k est pair, le sinus sur cet intervalle-là est positif, le sinus nt. Donc quand k est pair, il est positif, donc le signe, eh bien, c'est le même que le signe de moins 1 puissance k, puisque moins 1 puissance k c'est positif, et quand k est impair, c'est négatif. Et donc, l'idée, c'est que le moins 1 puissance k, je passe à l'égalité qui est ici. Donc je prends l'expression de droite qui est la plus compliquée. Le moins 1 puissance k, je le rentre à l'intérieur. Et donc le moins 1 puissance k va compenser le signe du sinus nt. Et donc, le moins 1 puissance k fois sinus nt, si le sinus est positif, le moins 1 puissance k est aussi positif, donc le produit des deux est positif, et si le sinus nt est négatif, le moins 1 puissance k aussi, et donc le produit des deux est positif. Et donc on peut remplacer le moins 1 puissance k sinus nt sur l'intervalle intègre ici, par la valeur absolue du sinus. Et ensuite, eh bien, donc pour passer de la ligne qui est ici à la ligne qui est ici, donc le dernier se égale là, c'est juste une relation de Schall, on intègre sur c'est l'intégrale de AB plus l'intégrale de BAC, c'est l'intégrale de AAC, hein, toujours de la même fonction, donc c'est juste du Schall, relation de Schall, et ça c'est exactement UN. Donc tout est dans la question de quel est le signe du sinus nt sur le segment kpi, k plus 1 pi. Est-ce que ça va comme ça? Pour la question 2, donc il faut en déduire que UN c'est 2 sur n fois la somme des f de xk, où le xk est un nombre compris entre k pi sur n et k plus 1 pi sur n. Alors, donc, je dis, là, il faut utiliser je crois que je vous l'avais dit dans l'énoncé, non, il me semble. Il faudra que je vérifie ça. Oui. Ouais.
Oui, oui. Voilà, parce que sinon c'est pas évident du tout. Donc l'idée c'est que la fonction qui a t associe sinus nt, donc k plus 1 pi sur n, donc on reste sur ces intervalles-là. Et donc dans ces cas-là, eh bien, on avait démontré qui était là dans le petit 2 de l'exercice 1. Voilà, donc là je renvoie au petit 2 de l'exercice 1, c'est-à-dire que l'intervalle de gauche, on peut l'interpréter comme un c'est l'intégrale des sinus nt, et donc c'est un f d'un certain xk fois l'intégrale du sinus nt. Donc bon, il faut revoir bien l'exercice 1 pour ça, le petit 2 de l'exercice 1. C'est pas un résultat à connaître, hein, forcément. C'est vrai que là, il y avait un enchaînement de questions qui n'était pas évident. Et une fois qu'on a ça, après, bah, c'est tout simple, puisqu'on se retrouve avec une intégrale de la fonction sinus. On intègre en cosinus. Bon, il y a attention, du moins 1 sur n hein, qui doit sortir en cherchant une primitive. On prend les valeurs du cosinus. Alors le cosinus, donc c'est un cosinus nt en par exemple k pi sur n. Donc les n disparaissent, on se retrouve avec des cosinus k pi et des cosinus k plus 1 pi. Donc sur k pi, k plus 1 pi, alors j'ai pas fait de cercle au trigo, je vais tenter, hein, mais voilà, le sinus sur k pi, k plus 1 pi, voilà, hop, on est à nouveau donc soit ici, et donc on cherche le cosinus. Donc le cosinus, il vaut donc soit 1, soit moins 1. Ça va dépendre de la parité à nouveau de k. Quand k vaut 0, c'est cosinus 0, ça vaut 1. Quand k vaut 2, c'est cosinus 2pi, ça vaut 1. Et etc. Quand k est pair, le cosinus k vaut 1. Et quand k est impair, bah, cosinus pi, cosinus 3pi, cosinus 5pi, etc. ça vaut moins 1. Donc, tout dépend de la parité de k. Et donc finalement, le cosinus k pi, si k est pair, donc il vaut 1, et si k est impair, il vaut moins 1. Donc c'est la même chose que moins 1 puissance k. Et puis évidemment, on fait donc là, le moins 1 puissance k, c'est exactement cosinus k pi. Voilà. Cosinus k pi est égal à moins 1 puissance k. Bon, après, on applique la même chose en remplaçant k par k plus 1 pour avoir la deuxième valeur qui est ici. Et ensuite, on multiplie par le moins 1 puissance k qui est en facteur de tout ça. Et donc on a un moins 1 puissance 2k qui apparaît, et ça moins 1 au carré, ça vaut 1, donc ceci, ça vaut 1, ça se simplifie. Et donc il va rester le 2 sur n f de xk. Alors le 2 parce que la parenthèse ici vaut 2 fois moins 1 puissance k. Voilà. Et donc il y a le 2 sur n f de xk. Est-ce que ça va, ou est-ce que je suis allé à nouveau un petit peu vite ? Non, c'est bon. J'ai pas regardé. Ah oui, désolé, j'ai des problèmes. Ah oui, Philippe Fischer, j'ai des problèmes techniques. Ah oui, ok, d'accord. Ça date un petit peu. Ok, j'entends plus rien. Est-ce que donc c'est dense, hein, je vous ai prévenu. J'aborde la troisième question, puis après vous me direz si on arrête là, et on refera demain. Mais effectivement, le rythme, et attention, est très dense, hein, il faut vraiment pas perdre le rythme. Alors, en déduire la limite de la suite UN, et donc l'idée, évidemment, hein, c'est d'interpréter ici le UN comme une somme de Riemann, donc c'est du B moins A sur N. Alors je reprends mon encadrement, donc je suis ici, donc ceci il faut l'interpréter comme un B moins A sur N, F de A plus K fois B moins A sur N. Donc ça c'est la formule du cours. Alors ici ce que j'ai fait en fait, donc le B-A, alors c'est vrai qu'on a un 2 ici, donc on pourra penser à 2 moins 0. Si on fait ça, on ne voit pas apparaître le pi qui est important. Alors attendez, parce que en fait le xk est dans l'intervalle k pi
sur n, k plus 1 pi sur n. Donc, je réfléchis à comment je vais vous présenter ça. Voilà. Ici, le xk est dans k pi sur n, k plus 1 pi sur n. Donc, dans la somme, ici, il faut bien penser au cours. On a une subdivision d'un certain intervalle. De quel intervalle est-ce qu'il s'agit? Eh bien, comme k vaut 0, quand k vaut 0, le k pi sur n vaut 0. Donc ça veut dire qu'on va intégrer à partir de 0. Et quand k vaut n-1, la dernière valeur, la bande de droite de l'intégrale, c'est en remplaçant k par n-1, le k plus 1 pi sur n, ça vaut exactement pi, quand k vaut n-1. J'ai l'impression que quand k vaut, j'ai dit n-1, oui c'est ça. Donc quand k vaut n-1, ça vaut pi. Et donc ça veut dire que l'intervalle qu'on subdivise, c'est l'intervalle 0pi, puisque les xk sont finalement compris entre 0 et pi. Le x0 est le plus petit, et le x n-1 est le plus grand, mais tous les xk sont au final compris entre 0 et pi. Donc on intègre entre 0 et pi. Donc les bornes, le petit a et le b du cours, le b-a sur n, sont finalement pi moins 0 sur n. Donc on n'a pas le choix, il faut absolument avoir pi moins 0 sur n. Or on a un 2 sur n devant, donc le n c'est bon, ça veut dire qu'il faut multiplier par pi, et donc on divise par pi pour compenser. Et donc là on a finalement en transformant ce qui était devant la somme en 2 sur pi fois pi moins 0 sur n. Le 2 sur pi, c'est juste une constante. Et donc on a pi moins 0 sur n, c'est-à-dire b moins a sur n, fois la somme des f de xk. Et les xk sont... alors c'est pas un a plus a, le xk, si vous voulez, il est équivalent à ce qu'on a mis en général. Ce qu'on trouve, c'est un petit a plus k fois b moins a sur n. Mais petit a plus k fois b moins a sur n, c'est une valeur particulière de l'intervalle k pi sur n, k plus 1 pi sur n. Or, dans Riemann, on a énoncé de façon générale, on ne prend pas forcément une valeur particulière de cet intervalle-là, on prend une valeur quelconque, donc le xk est une valeur quelconque de l'intervalle k pi sur n, k plus 1 pi sur n. Donc on a bien f de xk ici, on a donc b moins a sur n fois la somme des f de xk avec le xk qui est compris entre k pi sur n et k plus 1 pi sur n. Et donc là on a bien l'expression de Riemann multipliée par une constante qui est 2 sur pi. Donc on trouve que finalement la limite c'est 2 sur pi fois l'intégrale de 0 à pi de la fonction f. Ce qui était, je crois, le résultat final à obtenir. Est-ce que on arrête là, ou est-ce que vous pouvez... est-ce que ça fait beaucoup, ou est-ce que vous êtes prêt à continuer pour l'exercice d'après suivant? C'est vrai que ça fait un peu beaucoup, un peu là. D'accord, ok. Donc voilà, on arrête là dans ces cas-là. Je mets les vidéos le plus rapidement possible. Attendez, je vais couper déjà.